allez tâter le pouls de qui est devant vous. Puis souvent, c'est ça qui fait que tu vas accrocher le client. Le client s'est senti intéressant. On s'est intéressé à moi, à qui je suis, et non pas juste à l'étalage des connaissances. Puis c'est ça, honnêtement, qui fait toute la différence, parce que c'est beau être très compétent dans son champ d'expertise, mais si tu as rien que ça, c'est clairement insuffisant pour développer une belle relation de confiance. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Épisode numéro 7 des Pros de l'assurance. Et Félix, on a de la grande visite à Montréal. On est vraiment chanceux. On est vraiment chanceux. J'ai eu la chance de me faire montrer des concepts de planification financière par notre invité. Oui. Fait que moi, c'est un privilège de l'avoir aujourd'hui avec nous, là. Et on a saisi l'occasion au vol, si je peux dire ça. Puis elle est donc en studio avec nous. Nancy D'Amour, c'est un profil vraiment intéressant, je trouve, parce que au-delà d'être planificatrice financière, tu es aussi avocate de formation. Mm-hmm. Présente-toi à nous. Qui es-tu? D'ailleurs, je viens de Montmagny. Tu sais, je suis venue loin pour vous voir. Effectivement. On le souligne d'ailleurs. Oui. Donc, moi, effectivement, j'ai fait mon cours de droit. J'ai été au barreau. Après ça, j'ai fait une maîtrise en fiscalité à Sherbrooke, ma plus belle année d'études de ma vie. C'était vraiment agréable. Pour le campus ou le sujet d'études? L'ensemble de ses réponses. L'ensemble de ses réponses. Les amis et tout. Donc, j'ai fait ça. Ensuite de ça, j'ai pratiqué comme avocate pendant un petit bout de temps à Montréal. Puis, quand je suis revenue à Québec, la fiscalité à Québec se passe plus dans les bureaux de comptables que les bureaux d'avocats. Donc, j'ai réfléchi à ça, puis je voulais comme faire plus de liens entre les objectifs des clients, plus avoir une vision globale. Donc, j'ai été faire mon cours de planificateur financier, qui était mon autre atout. Et maintenant, ben, j'enseigne à l'Université Laval, à la faculté de droit, le fiscal 3, depuis 96, depuis que mon plus vieux est au monde. Là, j'ai eu mon bébé, puis j'ai commencé à enseigner tout de suite après. Ensuite de ça, j'enseigne à l'IQPF, à formation continue, formation professionnelle, puis je suis impliquée dans les comités, puis je supervise les examens. Ça, je trouve ça très agréable. Je suis expert conseil dans un cabinet de services financiers comme planificateur financier. Puis je suis maman de 2 magnifiques grands garçons qui m'amènent beaucoup de bonheur. Ben, c'est ça, une des grandes fiertés que moi j'ai de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle avec quelqu'un qui a un peu défini la planification financière et les conseils financiers au Québec de nos jours. Ben, c'est tes implications depuis des années. Je sais que tu es humble puis tu ne l'avoueras pas, mais dans le domaine, les gens connaissent ton nom puis reconnaissent aussi toute l'implication que tu as eue. Puis ça, c'est le fun. Là. Ah, ben c'est le fun d'entendre ça, là, mais c'est bien. Tant mieux, si c'est apprécié. Prends-le. D'accord. Nancy, j'aimerais savoir, pour toi, est-ce que le côté fiscal, c'est un must quand on est dans, justement, planification financière, mais tu sais, le côté... t'as étudié en droit, donc est-ce que pour toi, ça prend ça ou ça te prenait ça? J'aime le prenait au passé. On évolue dans la vie, hein? Puis quand j'étais plus jeune, je me mettais beaucoup de défis. Puis je me disais, qu'est-ce qui est le plus dur que je pourrais faire après mon cours de droit? Puis la fiscalité, ben c'est un peu compliqué. Puis les gens, ils sont un peu rébarbatifs. Fait que par réaction, j'ai dit, bon, ben, allez là, c'est compliqué, ben, allez faire ça. Il y a quand même peu de gens qui se disent ça. Hein? Je vais aller où c'est le plus difficile. Oui, c'est ça. Fait que là, je l'ai fait. Je suis contente beaucoup du bagage que ça m'a apporté. Mais plusieurs personnes me disent, pourquoi tu ne fais pas de la fiscalité pure? Bien, ça a beau être complexe, mais à un moment donné, la technique, par-dessus changement, je suis pas si technicienne que de ça. Je suis plus relationnelle. Fait que c'est pour ça que j'utilise ces outils-là. Mais j'aime mieux être une relationnelle plus généraliste que de fouiller dans une chose très technique. Ben, c'est là que la planification financière prend un peu tout son sens. Tu Absolument. fais le tour de plusieurs domaines, puis Absolument. la fiscalité a comme le bon côté de toucher à pratiquement chacun de ces domaines-là. Fait que Oui. c'est un bel atout, effectivement. Fait que c'est, comme tu dis, c'est un bel atout, mais quand ça devient plus complexe, ben je suis contente d'avoir mes chums de maîtrise que Absolument. j'appelle puis qui viennent compléter ce que moi, j'ai moins le goût de faire. Puis dans ta pré-entrevue, tu utilises le mot coach. Tu dis, je coach mes clients. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, mes clients, puis aussi mes conseillers, parce que là, je suis rendue... je dirais plus à la fin de ma carrière active. Et pour mon espèce de dernier mandat, là, c'est ça, c'est d'amener des conseillers
dans une démarche d'affaires pour les aider à augmenter leur productivité puis augmenter surtout le service qu'ils rendent à leurs clients. Donc, je suis détachée de mes anciennes fonctions pour coacher des cohortes, pour les amener à intégrer la démarche de planification financière, la démarche d'affaires, puis être capable de faire le tour de qu'est-ce que c'est la situation de ton client, c'est quoi les besoins de ton client, écouter tes clients, développer une relation avec, une relation de confiance. Puis ça, c'est pas juste en faisant part de toutes tes connaissances, là. Puis c'est le fun parce qu'en même temps, on développe ça à l'IQPF, pour lequel je suis beaucoup impliquée, là, le savoir-être. Tu sais, ça, c'est une nouvelle vogue, là. Mais je pense que c'est super important. Fait que ça, il faut que les gens soient conscients de ça. Puis dans la pratique de tous les jours, les conseillers qui ont beaucoup de conformité à faire, puis beaucoup de paperasse, puis ils ne s'arrêtent pas toujours là-dessus. Fait que je pense que quand ils prennent des bonnes habitudes puis des prises de conscience, bien, ça peut qu'aider dans leur relation. Je trouve que tu apportes des bons points parce que quand on parle d'écoute, c'est là qu'on va être en mesure de distinguer c'est qui un conseiller exceptionnel versus je vais dire un bon vendeur. Là. Parce qu'il y a des gens qui vont comme faire l'étalement de l'ensemble de leurs connaissances, de leurs titres, des concours de vente qu'ils ont gagnés pour justifier que c'est des bons conseillers. Mais pendant qu'ils sont Exact. Mais pendant qu'ils font ça, ben, tu n'es pas en train d'écouter c'est quoi les besoins des gens, puis tu passes à côté de plein de choses. Fait que c'est pour ça que le concept d'une entrevue avec un client devrait être 20% parler, puis pour poser des questions intéressantes à propos des sujets amenés que le client il t'a présenté, parce que sinon, tu passes à côté de souvent un gros besoin. Là, des fois, il y a des clients qui vont parler qu'il y avait une entreprise, mais dans cette entreprise-là, ils ont fait des profits, puis là, ils ont fini par acheter des terres, acheter des bâtiments, hein, puis là, ben il y a des impacts fiscaux, il y a des impacts financiers, il y a une stratégie successorale derrière tout ça. Mais si toi, tu es juste en train de voir l'actif sous gestion, le cash flow qui rentre dans les mains du client pour vendre tes produits, ben peut-être que tu vas finir par même perdre ce client-là aux mains de quelqu'un qui a juste posé les bonnes questions, finalement. Tu as absolument raison, parce que c'est ça que je disais à mon monde. Arrêtez de faire un show, puis allez tâter le pouls de qui est devant vous. Puis souvent, c'est ça qui fait que tu vas accrocher le client. Le client s'est senti intéressant. Donc, il a dit... On s'est intéressé à moi, à qui je suis, et non pas juste à l'étalage des connaissances. Puis c'est ça, honnêtement, qui fait la différence, parce que c'est beau être très compétent dans son champ d'expertise, mais si tu as rien que ça, c'est clairement insuffisant de développer une belle relation de confiance. Absolument. Puis moi, pour moi, là, les conseillers qui réussissent, là, c'est ceux, puis ça, je l'ai déjà vu dans ma carrière, là, c'est ceux qui n'ont plus de clients, que c'est tout rendu des chums. Fait que quand tu en arrives à un stade où que tes clients, c'est tous tes chums, tu connais le nom de leurs enfants, tu connais le conjoint, tu connais leurs intérêts dans la vie, tu connais tout ça. As-tu pensé quelle sorte de belle relation que tu as construit avec ce monde-là, puis personne de la compétition va venir t'arracher, là? C'est indestructible, cette relation-là. Là. Fait que ça, je trouve que c'est ça, la réussite dans le domaine. Je connais aucun conseiller à succès. Là. Puis là, le mot succès, plein de définitions, dépendamment de comment on se pose ça, mais je connais aucun conseiller à succès qui, au final, ne va pas parler de la relation privilégiée avec ses clients. On dirait que ça vient de pair tout le temps, tout le temps. Là. Absolument, absolument. Puis c'est pour ça que dès le départ, il faut l'instaurer vite. Là. Tu sais, même quand tu es en prospection, là, puis ça, c'est un réflexe que plusieurs personnes ont, là, qui aiment mieux montrer qu'ils sont bons plutôt qu'aller construire une relation. Puis c'est ça qu'il faut tout de suite ramener dès le départ. Fait que c'est à ce niveau-là que je coach, mais aussi tous les autres volets techniques et de support. Puis je vais de plus en plus toucher au successoral. Le volet successoral m'intéresse de plus en plus, justement parce que là, tu rentres vraiment dans l'intimité de la vie de la personne. Puis c'est une belle richesse à aller chercher là de communication qui est bien le fun. Une question par rapport justement aux conseillers que tu coaches. C'est des nouveaux, là, c'est des gens qui sortent puis qui veulent aller... Puis c'est pas juste des nouveaux, hein? Pas juste des nouveaux. Il y en a des assez vieux. Hey, j'en ai un qui a 70 ans, je pense. Mais, tu sais, ces gens-là, est-ce que un conseil en particulier que tu donnes, par exemple, pour les gens qui débutent, n'ont pas nécessairement la confiance que tu as aujourd'hui? Okay? Ça s'acquiert aussi avec les années, absolument. Les connaissances, les différents dossiers que tu as faits. Donc, tu sais, des fois, on dit « fake it till you make it ». C'est un bon conseil, ça, quand on commence? Puis, tu sais, là, on est jeunes, ils ne nous prennent pas nécessairement au sérieux. Comment on fait pour être pris au sérieux? Bien, je pense être pris au sérieux, il faut que tu crois en toi.
Puis ça, il n'y a pas question d'âge nécessairement. Il y a des personnes que j'ai vues qui sont très jeunes et qui croient en eux et qui dégagent une assurance. Puis ça, dans toutes les tranches d'âge, puis peu importe l'expérience, là, tu sais, on dirait que c'est un trait de personnalité ou un trait de prise de conscience à développer. Puis il y en a qui sont plus vieux, puis qui sont encore insécures, puis tu vois qu'ils sont pas bien. Puis fait que c'est pas nécessairement question d'âge. C'est sûr que l'expérience, puis le fait d'avoir réussi des bons coups dans notre vie, ça nous aide à se sentir peut-être mieux. Mais c'est au-delà de ça. Moi, je dis que ça transpirer une confiance, c'est au-delà de ça. C'est croire en nous. Puis croire en nous, ben c'est au-delà de l'expérience de vie qui aide en passant. Puis, tu sais, dans ce domaine-là qui est très, très, très humain, là, même s'il est rempli de chiffres, tu sais, fake it until you make it, tu sais, pour répondre un peu aussi à ta question, Christine, c'est jamais la meilleure stratégie. Parce qu'au final, se montrer vulnérable, ça crée un lien humain. Oui. Puis à travers ce lien humain-là, ben, tu veux dire, tu sais, des fois, le client, il va te poser plein de questions, puis tu arrives avec son dossier, puis lui, il est prêt, puis il avait des idées en tête, puis il a lu sur Internet les techniques fiscales d'optimisation pour pas payer une scène d'impôt cette année, puis, ou de léguer sa succession sans le moins d'impact fiscal possible. Ben, au final, des fois, je dis, écoute, c'est tous des bons points, c'est des bonnes questions. Moi, j'ai une équipe derrière moi. Je suis pas le professionnel fiscal. Et je suis en mesure de comme, prendre l'ensemble des informations que tu as. Si tu veux, on va élucider l'ensemble des sous-questions, des sous-points, de tous les objectifs. Laisse-moi après ça aller travailler avec mon équipe puis te revenir avec les bonnes recommandations. Parce que tous les points que tu apportes sont pertinents, mais j'ai pas aujourd'hui l'ensemble des connaissances. Je suis pas Google, je suis pas l'intelligence artificielle, je peux pas te sortir tout ça aujourd'hui on the spot, mais je sais sont où les bonnes réponses. Puis je suis quelqu'un qui travaille vraiment, vraiment fort pour te sortir la bonne réponse pour ta situation. Puis ça bâtit la confiance pour vrai, là. Oui, puis ça, j'aime ce que tu dis, Félix, parce qu'effectivement, il ne faut pas aller en delà de notre champ d'expertise, parce que ça, c'est à peu près la pire erreur à faire. Puis personne ne sait tout, hein. Fait que avoir l'humilité de dire, ça, je ne sais pas, mais je vais revenir avec une bonne réponse, là. Puis être capable de mettre nos limites dans ce qu'on connaît, puis clairement, je pense qu'on gagne des points, là. Fait que, puis il y en a, justement, pour avoir l'air bon, ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Après ça, ils perdent la face. 100%. Ouais. On parle de l'importance de faire la distinction entre les besoins des clients et les choix financiers. Oui. Est-ce qu'on peut élaborer là-dessus? Oui, bien là, c'est surtout si on revient plus au domaine de l'assurance, comme vous dites, là. Je ne suis pas une très pro-assurance dans l'âme à cause du vécu que j'ai eu de produits qui ont été vendus à des personnes. J'ai vu des dossiers, là, que c'était triste, là, pour des primes, là. Fait que moi, j'ai une petite réticence dans le domaine par rapport à certains vendeurs, comme tu dis. Moi, je pense que si on veut réussir dans ça, puis encore dans notre lien de confiance, que pour moi est super important, là, c'est de bien mettre la lumière sur c'est quoi un besoin d'assurance, puis c'est quoi une stratégie ou un choix financier qui peut être très bon, mais pas que le client se fasse croire qu'il y a un besoin. Ça, c'est pas vrai. Fait que expliquer c'est quoi les besoins. Les besoins, là, à mon sens, à moi, puis ça, c'est mon opinion toute personnelle, là, c'est quand on a des personnes à charge puis des obligations, puis il nous arrive quelque chose. Si on est le revenu de la famille puis il nous arrive quelque chose, là, il faut que le conjoint survivant puis les enfants puissent continuer d'avoir un coût de vie décent, là. Ça, pour moi, c'est un besoin. Ah, c'est quasiment rendu un devoir, là. En tant que... Oui, tu as des responsabilités financières envers un enfant que lui, il dépend de toi, là. Il ne peut pas se trouver une job, se nourrir tout seul. C'est un devoir de parent, là. Absolument. Ça, c'est incontestable. Quand on est en business et on a des coactionnaires, s'il nous arrive de quoi pour racheter les actions, tout ça, si l'entreprise n'a pas de liquidité, elle peut être en péril si on n'a pas prévu une assurance partnership pour prévoir ça. Ça, pour moi, c'est un besoin. Dans certains cas, c'est ni le besoin ni le choix financier que j'ai vu. Je vais vous ramener une autre nuance. C'est question vraiment de valeur. On a déjà eu un client que le conseiller, il avait proposé une stratégie d'assurance parce que monsieur, madame, il y avait environ 800 000 d'actifs. Puis il y avait 4 enfants. Puis pour eux autres, c'était important de laisser 200 000 à chacun de leurs enfants. Puis là, il était rendu qu'il avait commencé un peu à épuiser le capital. Puis là, la qualité de vie, il s'en faisait ressentir. La TV était brisée. Ils n'osaient pas se racheter une autre TV pour pas trop piger dans leur petit cochon. Fait que là, le conseiller, il a dit, bien, regardez, prenez une assurance vie, payez les primes, dépensez le reste. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a été le bonheur pour ce couple-là pour
à cause de leur valeur. D'autres, ils diraient, ben, ils vont prendre ce qui reste à la fin, là, mais eux autres, dans leur valeur, c'était ça. Fait que là, ça répondait à leurs besoins à eux. Mais pour ça, il faut les écouter, hein, puis il faut les gratter, là, parce que personne n'arrive en disant, moi, j'ai besoin d'assurance parce que je veux m'acheter une TV, là, tu sais, il faut aller plus loin, puis il faut être au fait. Fait que ça, on a les besoins, on a les valeurs comme ça. Puis on a dans l'autre spectre, à mon sens, à moi, des stratégies ou des montages financiers intéressants, puis même très intéressants, le fameux bon successoral qu'on appelle, là. Tu sais, quand on fait des projections, puis on sait que dans la société, il nous reste des surplus, ben plutôt que faire des placements qui rapportent des intérêts, on sait que des intérêts d'une compagnie avec l'intégration fiscale, c'est pas winner du tout. Fait que on prend ces surplus-là, on les investit dans une police d'assurance vie qui nous donne, par le compte de dividende en capital, des montants libres d'impôts. C'est génial. Il faut que le client soit conscient que c'est des sommes qu'il ne faudra pas qu'il touche, qu'il n'y a pas besoin. Il faut vraiment que ça soit des surplus. Ben là, il faut lui dire, là, on met un X là-dessus, il faut vraiment que ça soit une vocation successorale, ces montants-là. Si c'est le cas, c'est super comme stratégie. Fait que l'assurance a sa place avec le bon produit puis le bon client au bon moment. Fait que ça, c'est pour ce qui est des assurances en tant que telles. Dans le domaine, un autre produit dérivé des assurances, là, il y a les rentes qui sont très méconnues, malheureusement, et que je pense qu'il y aurait avantage à ce qu'on soit plus à l'aise, la communauté là, financière, à en parler puis à en proposer aux clients. Soit des rentes normales, des rentes viagères, là, pour protéger, tu sais, quand on a un certain capital, puis des fois, les marchés, ils plantent tout, puis les gens sont insécures. Quand tu prends une partie de ton capital, puis tu t'achètes une rente qui couvre une partie ou la totalité de ton coût de vie, peu importe ce qui arrive sur les marchés, tu te laisses plus tranquille. Fait que tu peux te reconstituer ce que plusieurs disent. Hey, eux autres sont chanceux, ils ont une rente d'employeur, ils ont un régime de pension. Tu peux te le reconstituer pour te protéger ta vie durant. Fait que pour certaines personnes, ça a été génial de faire ça. Ou des rentes assurées, là, de prendre le baquet avec une assurance vie, si toutefois on décède, le produit d'assurance arrive, parce que si on décède de bonne heure, l'argent qu'on a mis dans la rente, on la perd, à moins d'avoir une garantie ou une réversibilité, mais sinon, on la perd. Fait que si on dit, ben si je mets un gros capital dans la rente, je prends une assurance vie, si je décède, ben mon capital, il est renfloué par l'assurance vie. C'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, mais c'est quand même majeur. C'est des concepts je veux dire, sont boudés par l'industrie, parce que souvent, l'industrie va se diviser en 3 grands clans, puis là, ben, les gens vont des fois utiliser les 3 éléments pour se définir comme professionnels de la planification financière, qui vont englober, on va dire, l'ensemble des conseils puis des mandats financiers pour l'évaluation de besoins puis de stratégies, you name it. C'est voir comme l'assurance, qui est comme plus produit assurance. Puis là, on voit juste le volet protection. On voit pas nécessairement le volet comme, justement, tu sais, stratégie financière, gérer des cash flows comme avec les rentes, plein d'autres stratégies qui existent. Puis il y a le volet placement. Fait qu'on dirait, vu que placement existe, rente est comme boudé, puis on l'élimine. Tu sais, moi, des rentes, j'en ai pas fait beaucoup dans ma carrière. Moi, j'en ai jamais vendu. J'ai jamais fait ça parce que je me définissais beaucoup par le placement comme professionnel, puis planificateur financier. Pour moi, l'assurance, c'était un mal nécessaire. Puis, tu sais, fun fact, j'ai fondé Emma, une business d'assurance. Hein? On est là aujourd'hui. Tu n'étais pas pro-assurance plus que ça, toi non plus. Ben, j'étais dans l'assurance pour justement, quand c'est un devoir de parents, puis de protéger. Pour moi, ça, c'était un no-brainer. Puis je trouvais qu'il était mal compris. Puis de voir 40% des Canadiens qui n'ont pas d'assurance, puis que l'autre 60% qui en ont, bien qui sont mal assurés parce qu'ils ont mal compris ces concepts-là, ou ils ont été juste mal expliqués aussi. Absolument. Puis, tu sais, des fois, c'est super bien expliqué, puis le client, il est boqué, puis ça ne tente pas de comprendre. Ben, il y a comme il y avait un besoin d'éducation financière de faire ça différemment. Fait que c'est là que Emma est venue au monde, mais le concept de rente, c'est pas un concept que j'ai joué beaucoup avec. Mais à un moment donné, j'ai rencontré un entrepreneur que lui, il avait fait une sortie dans son entreprise. Il avait vendu ça quelques millions. Puis lui, il s'est dit, je veux être capable de prendre des risques dans ma vie, puis je veux assurer un certain confort financier à ma famille. Fait que lui, il avait acheté une rente qui versait un montant par année, puis il dit, moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, si j'ai 100 000 qui rentrent par année, je peux prendre les risques que je veux. Fait que lui, c'est acheter de l'indépendance financière. Fait qu'il avait un certain coût. Une certaine garantie. Une garantie. Puis après ça, lui, il se dit, peu importe ce qui m'arrive, ça existe. Fait qu'avec le reste de mon argent que j'ai fait, là, je peux prendre plein de risques, je peux être un philanthrope, je peux faire plein de choses. Mais pour lui, et c'est comme acheter l'indépendance financière de cette façon-là. Fait que ce concept-là de rente que j'avais vu, je trouvais ça intéressant. Mais on dirait le gars de placement en moi faisait comme, ben là, il y aurait eu moyen d'aller chercher un meilleur rendement, mais le rendement, c'était pas l'objectif.
C'était la sécurité, la garantie. Puis c'est là que la rente trouve intéressante. Puis là, quand tu la mixes avec justement avec l'assurance, avec d'autres choses, ben là, tu as plein de stratégies intéressantes. Tu parles de rendement. Là, on a déjà fait une rente assurée à une madame elle avait 70 ans autour. Rendement fixe, là, ça donnait du 7, il y a quelques années, là, du 7,2, je pense, garanti à vie sur sa rente en rendement, là, qui remplace du revenu fixe. Là, tu pensé que c'était beau être un gars de placement, mais voilà, tu te lèves de bonne heure pour battre ça sur du long terme. Il n'y a aucun client avec un profil prudent que tu peux aller chercher ces placements-là. C'est ça. Tu prends la portion qui est réinvestie dans du revenu fixe. C'est ça qu'on remplace cette portion-là idéalement, parce qu'on ne prendra pas tout le portefeuille faire une rente de quelqu'un, jamais. Là. Tu sais, on prend 20-30% qui serait dans du revenu fixe. C'est pour ça que quand tu regardes ça, elle, ses situations étaient gagnantes. Là, on l'a pris dans sa compagnie de gestion, les primes étaient moins chères, puis tout le kit, là, elle était en santé, puis tu sais, ça allait bien, c'était des bonnes années. Mais quand même, on arrive à des résultats quand même assez spectaculaires. Là. Ah oui, absolument. Puis les garanties, tu sais, comme tu dis, plus de tracas, le reste, là, tu t'amuses, là, le reste, tant que la compagnie d'assurance est solide financièrement, tout est beau, mais au Canada, on a le bonheur d'avoir ça. C'est ça. La réglementation est tellement stiff, les risques des compagnies d'assurance sont quand même très, 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 très diminués. On n'est pas aux États-Unis où n'importe quel magasin du coin peut s'improviser assureur en licence. J'ai même pas eu ça comme objection de la part des clients. Moi, que j'ai peur que la compagnie d'assurance fasse faillite. J'ai même pas jamais eu ça comme objection. On dirait que ça doit être avec le volume de trafic qu'on a sur Emma que ça revient un peu plus souvent. Mais ça reste que le marché canadien, comment il est constitué, ce risque-là est quand même très, très, très limité. Ben, effectivement. C'est le même risque qu'il y en a qui disent si je place dans des institutions, là, si l'institution va venir, les banques, là, avant que les grandes banques fassent faillite. Au Canada, au Québec même. Là, on parle de notre milieu. C'est sûr qu'ailleurs, il y a eu des catastrophes, là, mais dans notre milieu, ce serait plutôt surprenant. Absolument. Donc, les rentes, je prends note. Oui, à développer. Puis plusieurs grosses têtes de la planification financière ont fait des écrits là-dessus et croient vraiment à ce concept-là comme étant quelque chose de très sain dans une diversification là, d'un patrimoine. Est-ce que c'était dans tes plans d'enseigner, Nancy, au départ? C'était-tu comme... Non. Non, c'est arrivé par la bande parce qu'on m'a proposé ça, puis j'ai dit je vais l'essayer, puis j'y ai pris goût, puis même je n'avais pas vraiment la personnalité pour ça. Je n'étais pas très patiente quand j'étais plus jeune. Ma mère a retourné à l'université quand elle avait 50 ans, puis il fallait qu'elle fasse ses maths pour faire une mise à niveau, puis elle me demandait de l'aider, puis j'étais tellement impatiente, puis elle dit, mon Dieu, il faudrait jamais que tu enseignes, toi, puis c'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça on l'apprend différemment, puis à un moment donné, comme je dis, on évolue, hein, notre personnalité change, on se met comme mission d'aider le monde à comprendre des choses, puis ça fait qu'on a comme un autre chapeau qui aide à passer à travers ça. Puis j'adore ça. J'adore ça enseigner. J'adore ça vulgariser, rendre des choses plus faciles, puis faire évoluer les gens avec ça. Là, je trouve ça fun. Puis comment tu vois ça, après avoir enseigné pendant autant d'années, de recroiser, mettons comme moi, là, tu m'enseignais à l'UQPF, de recroiser ces gens-là dans le domaine, de les voir évoluer, comment tu te sens de voir ce cheminement-là de tous les étudiants qui ont passé entre tes mains? Hein? Bien, c'est le fun, mais c'est drôle parce que, justement, dans mon dernier mandat que je dis, là, que je coach des conseillers, là, bien, il y en a partout dans la province. Là, j'en coach, là, quand je parle, là, tu sais, les cohortes, là, c'est 20... une trentaine, j'ai quarantaine de personnes en même temps là, que je coach. Un peu partout, là, en Outaouais, au Saguenay, tout ça. Puis il y en a que je me rappelle plus, que j'ai déjà enseigné. Mais là, on a fait comme une tournée en Teams avec chaque bureau, ceux que je vais coacher pour qu'on se présente, tout ça. Puis je pense que sur les 40, il y en a peut-être 2 qui ne me connaissaient pas. Les autres sont des anciens étudiants. « Ben oui, mais tu m'as enseigné! Ben oui, mais tu m'as enseigné! » Fait que là, je me dis, « Hey, tabarnouche! » Puis il y en a qui sont pas si jeunes que ça là-dedans. Je me dis, « Oh, wow! » Soit l'IQPF ou soit non, tu m'as enseigné au notariat. Fait que là, j'ai dit, « Écoute, regarde ça, tout, c'est drôle. » C'est quoi la plus grande, disons, la difficulté là, qui revient le plus souvent pour les gens qui sont coachés? La difficulté... le pourquoi, peut-être, du coaching?
Je pense que le courant de la vie fait qu'on a de la misère à rester bien organisé. Fait que ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que, comme tu dis, le monde qui sont forts dans quelque chose, comme un gars de placement, bien, il va faire à peu près juste du placement. Mais quand tu fais de la planification financière, il faut que tu fasses tout le tour du jardin. Fait que ça, puis on dirait que le monde, un moment donné, dans la pratique, ils prennent des mauvais plis. Puis c'est pour ça que je dis, c'est pas juste des jeunes, là. Il y en a qui disent, ben oui, c'est vrai, les testaments, il faut les avoir, puis il faut les accompagner, le volet successoral. Donc, c'est le fait d'avoir focusé sur nos forces, puis pas systématiser la pratique. Puis c'est ça, je le dis, là, si vous voulez vous coucher le soir, là, puis avoir l'esprit tranquille, peu importe ce qui va arriver avec votre client, il est en sécurité au niveau de la protection, au niveau des assurances, au niveau des documents légaux et tout ça. Il faut avoir fait le tour puis être à jour. Fait que c'est ça qui est la difficulté de plusieurs personnes. Dire, j'ai focusé sur les placements, sur les feux, j'éteins les feux, puis je fais juste éteindre les feux. Bien là, si tu fais juste éteindre les feux, là, tu n'es pas capable de suivre tes clients puis de bien structurer ton affaire. Fait que c'est de les aider à systématiser les choses, à faire de la segmentation de clientèle, à faire vraiment des choix pour avoir une belle relation avec les clients, que les clients soient très bien servis, puis d'avoir vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. C'est ça qui est le défi. Oui, puis pour être capable de faire ça, il y a un concept que Giacomo, là, qu'on va inviter sur le podcast, mon frère avec qui je t'associe dans Emma, que nous, on parle souvent, là, c'est le stamina, là, le niveau d'énergie d'un client. Si je suis dans une rencontre, je suis constamment en train de me projeter comme professionnel, puis de parler, puis de faire mon show, puis ma présentation, le niveau d'énergie d'un client, il diminue à vitesse là, grand V. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a there's so much you can do. Là. Tu peux pas écouter quelqu'un parler de lui-même, puis à quel point il est hot pendant 1 heure, 2 heures, puis avoir le goût de rester concentré. Mais si la personne fait un concept d'entrevue, puis crée un lien avec la personne, se montre vulnérable quand c'est le temps, écoute, pose des bonnes questions, parler de soi-même, là, ça, on peut faire ça pendant des heures et des heures, parce que c'est ça qui nous rapporte avec des soupers avec des amis, c'est parce qu'il y a un échange. Ouais. C'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qu'il faut essayer de créer. Fait que si tu veux être en mesure de faire le tour complet, si tu as fait ton show pendant 45 minutes sur le placement, bien des chances que le client, ça ne tente plus d'être dans ton bureau 45 minutes pour t'entendre parler d'assurance, à quel point tu es hot en assurance. Mais si tu fais un bon concept d'entrevue, parce que là, tu vas parler de ses objectifs, où qui est dans ses finances, de décrire de où il vient, parce que ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui ont des traumatismes avec les finances. Puis là, tu es comme, comment ça, il est autant réfractaire à ce sujet-là? Il faut que tu aies pris le temps d'écouter de où il vient, cette personne-là. Si il y a un père qui a fait faillite dans le passé, ben ça se peut qu'aujourd'hui, il soit plus réfractaire à certaines stratégies plus risquées, puis qu'il veut le garder. Moi, j'avais un client avec qui je travaillais, il valait à peu près 20 millions, il était en train de vendre son entreprise, puis pour lui, sa sécurité financière venait d'avoir 1 million dans son compte chèque. Touche jamais à mon million. Fait que, oublie ça, faire des stratégies avec ce million-là. Moi, je pensais que j'avais beaucoup dans mon compte. Ah, genre, mais là... mais là, la sécurité, là, Félix, ça n'a pas de chiffre. Hein? Exactement. Exactement. Une sécurité, là, puis souvent, je vais aller un petit peu plus loin, là, il y en a qui cherchent la sécurité financière à cause d'un vide intérieur. Là, tu peux pas combler jamais les rassurer. Ça. Jamais. Il n'y a pas un chiffre qui va rassurer quelqu'un qui est fondamentalement insécure. Fait qu'il faut justement aller voir ailleurs. C'est quoi qui fait que tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que ce bon concept d'entrevue-là, ben là, tu as le bon niveau d'énergie du client. Ton barre de stamina ne va pas trop descendre. Va tout le temps rester à un niveau où il y a du plaisir, puis il aime ça être en contact avec toi. Ça, toi, tu vas faire tes devoirs. Là, tu as toutes les données. Fait que tu dis, on se revoit la semaine prochaine, tu planifies ton prochain rendez-vous, puis la semaine prochaine, là, tu vas y présenter le plan. Là, ce bout-là, tu vas un peu plus parler. Mais dans cette présentation-là, ben là, tu as quand même moyen de le faire parler. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie-là? Comment elle te fait sentir le fait que ta succession va être en mesure de léguer le fameux 200 000 à chacun de tes enfants, puis toi, tu vas pouvoir recommencer à vivre, puis pas vivre avec une TV brisée. Tu vas pouvoir te gâter un peu. Comment tu te sens de ça? Ben là, lui, il va parler de tes émotions, il va se vider le sac, puis c'est là qu'il crée un lien en profondeur avec tes clients. Mais c'est tout le long, tu fais juste présenter ta stratégie, à quel point elle est hot, puis toi, tu as pensé à ça, puis que tu as dit au fiscaliste, à ta minute, m'a te montrer comment ça marche, puis là, tu expliques ton show. Ben, le client, à la fin, il va dire, écoute, j'ai arrêté d'écouter après ton premier concept. Fait que même s'il accepte quelques-unes des stratégies, un bon plan financier, c'est un plan qui est exécuté. Mais c'est rare que les plans financiers plus complexes s'exécutent en une transaction. Ah non, et c'est sur des années, là. C'est un processus, puis j'aime bien dire comment tu te sens là-dedans. Puis moi, ce que je dis aussi, avant de dire qu'est-ce que tu sens là-dedans, c'est qu'est-ce que tu as compris de ça. Parce que bien souvent, on expose des choses qu'on est toutes fiers d'avoir eu des bonnes idées.
mais c'est pas compris par le monde. Puis aucun client devrait faire des choses qu'il n'a pas compris. Tu sais, fait que c'est dit, qu'est-ce que tu as compris de ça, puis pourquoi que c'est comme ça. Puis souvent, quand tu dis ça, il n'a pas compris vraiment ce que tu voulais dire. Absolument. Une des plus belles leçons, on s'entend là, je dis ça, puis j'ai l'air de savoir de quoi je parle, mais moi, je parle à la même place de tout le monde. Tu sais, j'ai eu mes apprentissages. Mon premier bureau était au-dessus d'un buffet chinois, le Thomas Tam, là, à Québec, là, ceux qui connaissent. Ben oui. Mon bureau était là. Puis là, ben, moi, j'avais des clients, tu sais, jour après jour, que là, je faisais des planifications financières. Puis là, moi, j'étais en mode show, là. Je suis jeune, j'ai fait mon planificateur financier, j'ai tous les titres. Tu te Puis sens là, hot, là, je me tes beaux souliers, je me ton sens hot, veston, là. tes Moi, je sors de l'Abitibi, Témiscamingue, je suis arrivé en chien de traîneau, je peux pas manquer ma shot parce qu'il n'y a plus de chien à me ramener. Là. Tu sais, pour que je réussisse, j'ai pas le choix. Ouais. Fait que là, moi, je fais mes présentations, puis là, je fais mon show, je monte mon plan. Puis à un moment donné, j'ai juste, par inadvertance, la poubelle à la sortie du bureau était pleine ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai pas vu dans la poubelle? 3 de mes plans financiers, les 3 derniers clients que j'avais rencontrés. Fait qu'ils étaient comme, ah, cool. Puis ils l'ont jeté à la sortie. Ils n'ont même pas eu d'essence de le garder dans leur chambre, de l'acheter à la maison. Mais c'est un beau message qu'ils C'était t'ont un beau envoyé. message. Mm. Je perdais mon temps à essayer de faire un show, puis j'avais pas vraiment compris leurs besoins. Parce que j'aurais bien compris qu'est-ce qu'ils voulaient, puis leurs objectifs. J'aurais jamais jeté le plan. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler bien différemment. Puis, gars, mon succès a commencé à augmenter dans le domaine aussi à partir de ce jour-là. Je vous écoute, là, c'est la fille de communication en moi, il y a beaucoup de communication, le volet, l'intelligence sociale, émotionnelle, c'est une grosse partie. C'est du ça boulot. qui fait le succès. Tu sais, on n'est pas des machines, là, puis honnêtement, vous et moi, là, la majorité des clients, quand ils arrivent puis que tu veux lui montrer des tableaux et des chiffres, ils s'en foutent. Ah ouais, complètement. Ils veulent pas les voir. Et puis ça, je dis ça aussi aux conseillers, adaptez-vous au non-verbal. Tu le sais tout de suite, c'est intéressant. Il y a quelques clients, on dit tout le temps en riant nos ingénieurs qui veulent aller décortiquer nos petits tableaux, là. Mais la majorité du monde, ils veulent pas le savoir. Dis-leur la conclusion, puis Les parle-leur ingénieurs de sa compris, famille. d'ailleurs. Là. C'est pas tous les ingénieurs qui sont Non, comme ça. on en là. connaît qui sont Ouais, différents. exact. Il y en a beaucoup qui veulent juste, donnez-moi le crayon où je signe. Là. Oui, Ah ouais. puis, tu sais, parlons ensemble de ce qui nous intéresse dans la vie. Parle-moi de ma famille, parle-moi de ci, parle-moi de ça, amène-moi un événement client, ça, le monde aime bien ça. Ouais. Mais commence pas à décortiquer tous les chiffres. Tu penses que c'est une bonne affaire, je te fais confiance. Puis c'est de là Je te qui fais est confiance, c'est gros quand important. même. Oui, mais c'est de là qu'est l'importance, comme je te dis, de le créer, ce lien de confiance-là. Pour que tes réunions de clients après, là, que tu n'ailles pas quasiment à parler de planification financière. Que tu parles 5 minutes, regarde, t'es rendu là, ça va bien, on est en ligne, ou hey, regarde, on pourrait-tu faire ça. Puis le reste, là, c'est vraiment une relation humaine. Puis ça part d'intégrité puis de l'honnêteté Absolument. qui est installée depuis les débuts. Oui. Puis ça, comme tu dis, depuis le début, dans la première rencontre, il faut tout de suite que le client sente que tu travailles dans son intérêt et que tu es intéressé par lui. Puis c'est quoi Effectivement. ta plus grande fierté? C'est-tu un peu ça, d'avoir bâti ça? Bien, c'est d'être capable d'entrer en interaction facilement avec les gens, puis d'entrer dans la bulle, puis d'être capable de saisir ça pour les accompagner. Je pense que ça, je suis contente de ça. Je suis contente de ça, d'être capable de saisir les choses. Puis je me rappelle, j'ai eu des rencontres avec certaines personnes plus ou moins expérimentées que moi. Puis souvent, on fait des rencontres avec plus qu'un expert puis des clients. Puis je sortais de là, j'ai dit, t'as pas compris c'était quoi qu'ils voulaient, là. Tu as amené des affaires, mais c'est pas ça, là. Tu sais, fait que je suis capable de le saisir, cette affaire-là. Puis ça, je trouve ça le fun. Pourquoi? Je sais pas, là. C'est peut-être... C'est une force, puis ça a c'est été un atout. développé au fil des ans, puis probablement avec des expériences aussi moins bonnes et meilleures qui font qu'à un moment donné, tu comprends comment Absolument. tu t'adaptes. Puis... Absolument. Ben, tu sais, on est tous humains. Là, tu sais, au final, là, tu n'es jamais la version que tu es aujourd'hui. V'là 10 ans, tu as évolué à travers ça. Puis il faut que tu aies eu des bons coups, des mauvais coups. Absolument. Puis souvent, je trouve que les mauvais plis se bâtissent plus autour des bons coups. Hey, ça marche avec ce client-là, je vais le refaire avec l'autre. Je vais le refaire avec l'autre. Je vais le refaire avec l'autre. Puis sans t'en rendre compte, c'est rendu ta façon de travailler. Puis c'est là que des fois, tu vas manquer la cible complètement avec tes clients. Ouais. Fait que c'est tout un cheminement. Souvent, moi, un des conseils que j'avais appliqué pour moi, puis que j'ai recommandé aux gens que j'ai eu la chance d'avoir comme stagiaire, c'est lis sur la psychologie, l'écoute active. Sont là les secrets.
Une fois que tu as maîtrisé ça, le reste, là, les connaissances, en fonction des besoins des clients, de ce qu'ils vont dire, tu as étudié dans le domaine, tu as les compétences. Tu n'es pas obligé de tout savoir sur le bout des doigts. Si tu les as pas, il y en a d'autres qui les ont à côté Tu de toi. comprends le concept qu'il faut. OK, là, ça va être un concept de succession, de rente dos à dos. OK, parfait, tu te prends une petite note. Le client ne commence pas à essayer d'y expliquer ça. Il ne sait même pas qu'il existe ce concept-là. Là, va faire tes devoirs, mais vu que tu as une bonne écoute active, tu es capable de le saisir. Puis quand tu vas lui présenter ta solution, le client va « Aïe, c'est exactement ça. Je savais pas que ça existait. » Genre, j'essaie de t'expliquer quelque chose. Je savais pas que c'était ça. Mais là, quand tu me le décris, C'est ce qui la me vérité. convient. Exact, c'est ce qui convient. Ouais. Ça, j'ai déjà vécu ça avec... puis ça, c'était peut-être dans mes premières années, quand j'étais dans les bureaux d'avocat à Montréal. J'avais rencontré un client d'un collègue, parce que j'étais à peine stagiaire ou à peine sortie du stage, là. Puis c'était un gros monsieur italien, restaurateur, là, tout fier de lui, là, avec un bon... imposant, avec un bon ego, qui était sûr de lui. Puis, tu sais, c'était peut-être un petit peu intimidant de parler de successoral avec lui. Puis, il y avait 3 garçons, ce monsieur-là. Puis, à un moment donné, il dit, mes 2 fils, ils vont avoir ça, puis l'autre, il héritera pas. OK. Mais là, il dit ça, j'ai dit, il héritera pas, lui? Ben, non, c'est comme ça. Mais là, c'est embêtant, là. Fait que là, il faut que tu sentes qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Il faut que tu... Mais là, j'ai tourné d'un bord, j'ai tourné de l'autre, j'ai posé une question, posé une autre question. En tout cas, j'ai fini par arriver à comprendre que son fils, qui héritait pas, c'est parce qu'il avait des problèmes de drogue. Ouais. Fait que là, j'ai dit, mais votre fils, là, savez-vous qu'il y a des structures qu'on peut mettre, que vous pouvez le faire hériter, mais ça va être géré par quelqu'un d'autre. On va mettre une fiducie testamentaire sur pied, puis vous nommez telle personne, puis il va avoir droit aux mêmes actifs que les autres. Puis là, avec des mesures de protection d'actifs. Avec des mesures de protection, puis là, il est venu les yeux pleins d'eau, tout en disant, tu sais, pour un père, dire je déshérite mon fils, c'est pas naturel, là, hein? Tu sais, fait qu'il est comme dire, hein, il y a une solution à mon affaire que j'osais pas parler parce qu'il y avait honte de tout ça. Fait que, mais il a fallu gratter, là, tu sais, il a fallu voir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais là, après ça... J'imagine que c'était... c'est délicat, puis oui. c'est délicat. Mais là, quand il y avait la solution, là, il était tellement heureux, le monsieur, là. Fait que, tu sais, ça fait ta semaine, là. C'est ça. C'est plus que ta semaine. Ça fait une carrière, là. Ça fait longtemps, là, ça fait 30 ans de ça, là, Tu y puis je me penses rappelle encore. Je te donne encore un exemple en disant, tu sais, tu as vraiment touché, tu as été en dessous de la carapace, là. Tu sais, qui était grosse, la carapace, là. Tu as trouvé une solution, tu sais. T'étais pas juste... Puis, tu sais, lui, ça a réglé quelque chose qui faisait mal, là, tu sais. C'est belle fun, là, quand on arrive à ça, puis que la personne a dit, yes, là, j'ai une solution au-delà de ce que je pensais. Je pensais pas que ça existait, comme tu dis tantôt, là, quand tu arrives. Dans les conversations sur la succession, là, et qu'il y a des secrets. Ça, là, c'est des conversations toujours difficiles. Oui. Dans mes premières années, j'avais eu un cas de client. C'est vraiment moins glorieux que ce que tu as vécu, là. Je vais parler de la situation, tu vas comprendre un peu. J'étais avec le couple, puis je sens qu'il y a un malaise. À chaque fois que je parle à elle, une complète transparence, son argent va où, les cash flows, comment ils bougent. Un client normal, tout va bien. Monsieur, il se garde un secret. Ah non, ça, je vais t'appeler après, je vais te dire comment ça marche, faut que je check dans mes papiers. Ouais, exact. Exact. Puis pour apprendre après, il me dit, écoute, prochaine fois, on va faire des meetings séparés. En gros, j'ai 2 relations, puis j'ai des enfants dans les 2 relations. Fait que quand on parle d'assurance puis de besoin de protéger mes enfants, je vais prendre aussi d'autres choses pour mes autres, mon autre famille, dans le fond. Double vie. Mais là... Il a quand même choisi les assurances. Moi, je trouve ça bien quand même. C'est parce que là... Puis là, on s'entend qu'il me fasse confiance de me dire ça aussi. Fait que j'ai aussi mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas fait exprès d'aller gratter non plus. Mais là, j'ai un secret professionnel. Je peux pas aller le dire à la femme avec qui il se présente devant moi comme un couple. Je peux pas dire ça. Mais il y a là, je suis vraiment pris dans un dilemme. Fait que là, faut que j'aide ces personnes-là à conjuguer leur vie avec leurs objectifs financiers tout en préservant la confidentialité. C'était pas à toi de faire éclater le couple, là. C'est pas ma job de faire ça. Puis ils ont des trucs à régler, ils ont leur raison, ils ont leur histoire. Puis on n'est pas dans le jugement, là, tu sais. On est là pour les aider, là. Mais après ça, il faut que tu deals avec ça. Mais c'est dans ces conversations-là de succession, je trouve que les secrets sont les plus grands parce que dans un budget, à un moment donné, c'est évident. Tu aides un client à faire un budget, puis là, tu vois qu'il y a un trou de 10 000. Il est où le 10 000, là?
c'est quand même facile à trouver, puis l'homme ou la femme dans le couple ou l'autre partenaire lui aussi va trouver ça bizarre qu'il manque un 10 000. Mais quand tu es dans la succession, c'est tantôt à ma mort. Tu es dans le mou, tu es ailleurs, tu es dans les objectifs. Là. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu creuses, mais habilement. Parce que tu sais, ton monsieur, lui, il avait une fierté, il avait des idées, puis des hommes de cette génération-là, souvent, quand ils ont une idée rentrée dans la tête, ils l'ont pas ailleurs. Là. Non. Puis la petite jeune devant lui, là, il avait pas le goût de s'ouvrir plus que ça. Là, c'est ça. Fait que, regarde, moi, j'ai une vie. Là, commence par vivre la tienne avant de me dire comment ça marche, mais cette bonne écoute-là, bien gratter à la bonne place, il a fini par se confier, puis regarde, tu trouves une solution, puis... ça fait un homme heureux. Absolument. Mais t'as raison que c'est psychologie. Hein? Puis j'en ai passé j'ai un couple, je me rappelle aussi un couple de médecins spécialistes reconstitués. 3 après-midi, psychologie sans eux. T'as du succès oral, là. Mais tu fais une fiducie pour madame ou tu en laisses en bien propre. Si tu m'aimes, tu vas me le laisser en bien propre, je leur donnerai à tes enfants. Quelque part, c'est ça que ça voulait dire, là. Tu sais, là, on disait qu'est-ce qu'on protège d'une fiducie, puis tout. Fait que c'est vraiment délicat, là. C'est de mêler, mais de distinguer le financier de l'humain. De le côté affectif et tout ça, là, Là, rajoute des fois du vivant, là, tu sais, les discussions sur le patrimoine du vivant, dépendamment de l'état matrimonial de la personne. T'es-tu conjoint de fait? T'es-tu marié? Quel régime matrimonial tu nous conseilles? On va se marier dans 5 mois. J'en ai eu, je les ai eu, ces conversations-là. Là. Fait que là, quand t'es dans un cas où c'est évident, là, je veux dire, la femme travaille, l'homme va rester à la maison, ben là, le choix du régime matrimonial va être un peu plus évident. Tu vas pouvoir mettre une société d'acquis. Tu sais, ce que tu vas recommander, ça protège bien les deux parties pour le sacrifice qui a été fait. Là, tu as le cas madame travaille, l'homme est entrepreneur, il y a un bon patrimoine d'actifs, mais chacun travaille, puis personne ne fait de sacrifice, puis il trouve un moyen en famille d'élever la famille ensemble. Ben là, c'est une société d'acquis, c'est la même justice. Ils n'ont pas la même prise de risque, mais personne ne fait de sacrifice. Si tu recommandes ça, séparation de biens, tu fais-tu une recommandation? Tu as juste une conversation ouverte avec eux? Et des sujets sensibles, tu en as plus qu'à ton tour dans ce domaine-là. Mais il faut que tu prennes la peine d'avoir les conversations. Puis malgré le fait que la conversation est difficile, si tu n'es pas prêt à aller là comme professionnel, tu passes à côté de quelque chose. Exact. Tu fais pas bien ta job. Puis tu ne pourras pas créer le lien que je te dis. Là. C'est pas juste en parlant de rendement que tu vas arriver à faire vraiment une connexion avec quelqu'un. Là. Ça se peut pas. Il faut que tu y parles de tous ces aspects-là, comme tu dis. Là. Tu sais, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es comme sur les dernières... Je ne sais pas comment le dire, mais faut bien le dire. Le dernier droit de ta carrière. Professionnel, puis en tout cas, bon, il y a encore probablement beaucoup de projets qui t'occupent et t'occuperont. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient pour toi. Ben là, comme j'ai dit, là, je pense coacher 3 cohortes. C'est ça que j'ai dit au bureau, en tout cas, là, ça me mène à l'automne 2024, là, dans un an et quelques. Okay. Là, je me dis, rendu à 60 ans, là, je vais être rendue à... Je vais garder l'IQPF parce que ça, j'aime ça. Ça fait comme à temps partiel, puis ça me tient... tu sais, quand on corrige les examens, tout ça, là, ça nous tient à jour. Puis j'aime la relation. Puis ça m'empêchera pas trop de voyager parce que je veux voyager. Puis on a même commencé, là, à dire, c'est un mode de vie. Là, j'ai loué un mois en Espagne à l'automne, on va faire du télétravail. Yes. On était au Costa Rica cet hiver. On continue de faire nos meetings et tout ça, là, mais là, on va diminuer. Là. Puis j'ai commencé à faire de l'ébénisterie. J'ai pris des cours d'ébénisterie, puis faire du vélo, cuisiner, puis je vis sur le bord du fleuve. Fait que c'est le bonheur que je veux profiter. Elle s'en ira pas, certain. Quand elle disait, moi, j'ai choisi ça parce que c'était difficile, puis je voulais y aller. Je pense que, tu sais, ça va prendre des défis, puis ça va prendre toujours une espèce de nouveau challenge. Oui, mais là, je m'y mets moins tough. Je suis plus, en vieillissant, là, je veux plus profiter, puis, tu sais, c'est ça. Fait que, inviter mes gars, inviter mes amis, tu sais, faire plus de social, avoir du temps de cuisiner, mettre des belles tables, puis c'est le fun. Absolument. Ça a été extrêmement instructif. Merci de ta transparence. Ça me fait plaisir. Merci, Félix. Merci. Merci de m'avoir invité.